לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים במלחמה זו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה, ולנקמת דמם של כל הנרצחים, השם ייקום דמם. voilà. טוב, בעזרת השם, זכות הלימוד, le mérite du limud Torah, fera qu'il y aura un autre limud Torah dans tout le limud Torah, rajoutera de la Yeshua pour tout ce qu'on a dit maintenant. Tov, alors donc, on a commencé la semaine dernière à étudier le petit passage du livre de Horoth, que Menachem Brejeger, donc comme vous le savez, a traduit en français, le petit passage du livre de Horoth qui s'appelle Horoth HaMilchama, dans lequel le Rav Kook a écrit sur la guerre. En fait, comme vous le savez, il a écrit des piskaot, des pensées, et c'est son fils et ses élèves qui ont rassemblé ça. Alors, il y a 10 piskaot, il y en a 10, on a étudié un la semaine dernière, on en a étudié un cette semaine, et si Dieu veut, je pense qu'on aura le temps d'étudier les 10 piskaot, et j'espère que la guerre sera terminée, Benitzachon, avant qu'on ait fini d'étudier les 10 piskaot. 10 piskaot, ça fait 2 mois et demi de Horoth HaMilchama. Je vais tout de suite faire une introduction, avant de lire d'une première lecture le texte, et ensuite on va donc le lire et l'expliquer aussi. L'introduction très simple, c'est que, à mon sens, maintenant c'est une interprétation personnelle des choses, la piska, la deuxième qu'on a appris la semaine dernière, celle qu'on apprend cette semaine, et celle qu'on va apprendre la semaine prochaine si Dieu veut, c'est-à-dire la quatrième, on a étudié la deuxième, on a étudié la troisième et la quatrième, suivent un certain processus. Quel est ce processus qu'il suit? C'est le processus de l'évolution dans l'histoire de l'idée de guerre. Alors, on a déjà vu la semaine dernière que le problème du Rav Kook, c'est-à-dire, si vous voulez d'ailleurs, Bassof, en fin de compte, ça va toujours être le même, c'est le problème on pourrait dire, de l'éthique et de la guerre, c'est de la morale et de la guerre. Bien entendu, le Rav Kook s'occupe pas des stratégies militaires, c'est pas son sujet, mais il s'occupe de la morale et de la guerre dans la vision hébraïque des choses, dans la vision juive des choses. Comment est-ce que les deux choses vont ensemble? Alors, on a vu la semaine dernière que le Rav Kook parlait de l'époque biblique, vous vous souvenez? C'est-à-dire, d'ailleurs, on peut reprendre uniquement les premiers mots. Les premiers mots du Rav Kook sont: nous regardons les premières générations dont nous parle la Torah, les prophètes et les ketubim, ces générations qui étaient occupées à faire la guerre. Donc, pour lui, sa première référence, d'ailleurs, dès la fin de ce texte qu'on a vu la semaine dernière, le Rav Kook va faire une translation directe vers notre époque, c'est-à-dire qu'il va projeter cet enseignement qui est tiré d'une lecture du Tanakh, mais d'une lecture de Torah HaMilchama, c'est-à-dire la Torah de la guerre dans le Tanakh, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et comme on l'a vu la semaine dernière, il va nous dire que on peut et on doit apprendre de ces figures-là, c'est-à-dire les Giborim du Tanakh, c'est-à-dire les héros du Tanakh, à commencer par Avraham Avinu, par Moshe, parce que vous vous souvenez qu'Avraham a fait la guerre contre les quatre rois, ou les 5 rois, c'est-à-dire Abraham, Menachem et Hamisha, je crois contre les 4, contre les 4 rois, il a gagné la guerre. D'ailleurs, donc Avraham, qui est le premier des croyants, qui est Av, Amon Goïm, et qui est aussi la racine du peuple juif, est un combattant. On a aussi Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu s'est battu lui-même personnellement contre les 2 rois du Ever HaYarden pour conquérir la Transjordanie. Ensuite, on va avoir bien entendu Yoshua bin Nun, etc. Et le Rav Kook va nous expliquer que le problème qui se pose, c'est le problème de la relation automatique qu'on se fait entre guerre et barbarie. C'est-à-dire, si quelqu'un est guerrier, c'est un barbare. Et donc, comment David Ameler peut être guerrier? Comment Avraham peut être guerrier? Comment Moshe Rabbeinu peut être guerrier? S'il est guerrier, c'est pas Moshe Rabbeinu. S'il est guerrier, c'est pas David Ameler. Et s'il est guerrier, c'est pas Avraham Avinu. Et donc, il nous explique que non, qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux, et qu'au contraire, la guerre, c'est un signe de bravo, de Gevura, c'est un signe de vie, de force vitale, et que ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire quelle est la personne. Si la personne qui fait la guerre, donc elle
comme on avait expliqué, elle se bat dans un combat de la vie, mais c'est un combat de guerre, mais ça fait partie du combat de la vie. S'il se bat avec, comme Neshama, comme vie intérieure, la vie de Moshe Rabbeinu, ou de Avraham Avinu, ou de David Ameler, c'est-à-dire de son côté, de son être spirituel et tzaddik, à ce moment-là, sa manière de faire la guerre va être associée à sa manière d'être, et c'est pour ça qu'on peut regarder avec un regard positif David Ameler, qui est en même temps guerrier et qui est en même temps Neim Zemirot Israël, celui qui écrit les Teilim, ou Avraham Avinu, qui est en même temps Baal HaChesed, l'homme du Chesed, et qui en même temps qui fait la guerre pour, justement, pour, dans ce cas-là, pour sauver l'autre. Mais en fin de compte, il a fait une guerre mondiale à l'époque, c'est-à-dire quand on l'avait étudié dans la paracha, une fois, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement grandiose, ce qu'a fait Avraham Avinu à ce moment-là. Alors, du coup, le Rav Kook va aussi nous dire, c'est ce qui est en train de revenir de notre temps. C'est-à-dire que nos soldats, et là on peut aller directement à nos soldats de Tzahal de notre temps, Bayemim Haem Bazmanazé en 5784, aujourd'hui, on peut dire que renaissent les Neshamot, c'est ce que dit le Rav Kook à la dernière phrase. Alors si vous voulez, on va la relire comme ça, si vous êtes d'accord. Et ces âmes fortes reviennent vivre en nous comme aux anciens jours du monde, ou en Lashon HaKodesh, en hébreu, Votan Neshamot Achazakot Chozrot Lichiot Banu Kimeola. C'est-à-dire que ça réapparaît, parce que ce qui engendre des hommes comme ça, c'est-à-dire des tzadikim qui sont des guerriers, ce qui engendre, c'est d'abord Nishmat Israël, c'est l'identité d'Israël qui est différente des autres, et ensuite c'est le temps, puisque nous sommes dans un temps où nous pouvons et nous devons faire la guerre, puisque nous sommes un État souverain, c'est le retour en Eretz Israël, et donc ça engendre des Neshamot comme ça, et l'actualité nous le montre. Alors maintenant, le Rav Kook va nous parler de la période suivante, c'est-à-dire que de la période qui va être post-tanachique jusqu'à nos jours, et vous allez voir dans quel sens jusqu'à nos jours. Il va faire une analyse qui va compléter totalement ce qu'on a étudié la semaine dernière. Alors je vais le lire en français, et puis après on va l'expliquer. Notre rapport à la politique. Ne pas se détromper, en fait, la vérité c'est que c'est le titre que Menachem a mis, je ne vois pas Menachem. Est-ce qu'il est là? Non, pour l'instant je ne le vois pas. Bonjour tout le monde, je n'ai pas dit tellement avant, mais bon, shalom le koulam à tout ce que je vois en face. Shalom. Et Bsorotovot, Kamouvan. Donc, notre rapport à la politique, je ne pense pas. C'est-à-dire, si vous me permettez, si Menachem me permet, c'est lui qui a mis les titres. Je pense que c'est notre rapport à la guerre, en fin de compte, et aussi à la politique, dans les deux sens. Mais on va voir la raison pour laquelle Menachem a marqué ça, c'est parce que c'est le premier mot important de la phrase. Nous avons quitté la politique mondiale. Alors, regardez, je vous l'expliquerai selon ma lecture des choses, en quoi c'est lié avec la guerre. Alors, lisons-le. Nous avons quitté. Ça, c'est déjà le texte du Rav Kook. Hein. Le titre, c'est de Menachem Bergeger. Et là, c'est le texte du Rav Kook traduit. Nous avons quitté la politique mondiale dans une contrainte mêlée de consentement intérieur, dans l'attente d'une époque heureuse où il sera possible de gérer un État sans méchanceté ni barbarie. C'est le temps que nous espérons. Il est évident que pour concrétiser cet espoir, nous devons nous réveiller et avec nous toute notre force, toutes nos forces, et employer tous les moyens que l'époque nous offre. Tout est conduit par la main de Dieu, créateur de tous les mondes. Mais le retard était un retard inévitable, car notre âme fut dégoûtée par les terribles fautes commises dans la conduite de l'État à une sombre époque. Et voici que le temps est arrivé, il est très proche, où le monde s'adoucira et où nous pourrons nous préparer, car il nous deviendra possible de gérer notre État sur les bases du bien, de la sagesse, de l'intégrité, de la clarté divine lumineuse. Ça, c'est toujours citation de Rav Kook. Yaakov renvoyait à Esav le manteau de la royauté, et Yaakov dit à Esav, Yavorna Adoni lifne avdo, ou en français, que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. C'est un verset de Parashat Vaishlach. La référence est marquée ici, Bereshit, chapitre 14. Il n'est pas digne, ce que je suis en train de sauter, c'est parce que c'est un rajout que j'ai marqué. Il n'est pas digne de Yaakov de se charger des affaires de l'État à une époque où elles doivent baigner dans le sang, à une époque qui exige une disposition de la méchanceté.
Nous n'avons accepté de prendre en charge que les fondements de l'État parce qu'il fallait fonder une nation. Mais quand le tronc a été sévré, nous avons été écartés du pouvoir, nous avons été dispersés parmi les nations et semés en terre profonde en attendant qu'arrive le temps de la taille. Le temps de la taille, j'aurais dû le marquer directement en hébreu, c'est Et Zamir Igia Vekol Ator Ishma Be'artsen. C'est un verset de Shir HaShirim qui est très connu pour ceux qui lisent Shir HaShirim tous les vendredis, et qui est un verset qui est le verset central du commentaire pardon, je m'excuse, j'ai essayé de mettre uniquement des aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. Donc, l'enseignement du Gaon de Vilna dans son livre qui s'appelle Kol Hator. Donc, c'est ce verset. Et donc, le temps de la taille, c'est Et Zamir, parce que Zamir, le Rav Kook ne l'interprète pas dans le sens Zamir, les Amers, les Shemcha Elyon, de chanter, puisque le Tor, c'est la tourterelle. Alors, on pourrait penser que le temps, c'est le temps où on entend le chant de la tourterelle, mais il interprète selon l'interprétation de nos sages dans le Zohar Kadosh, qui parle de Zamir, de élaguer la vigne. Parce que vous savez que Etkarmecha Lotizmo, lorsqu'on a une vigne, on ne doit pas, dans la Shemitah, mais le fait de couper les branches, les petites branches de la vigne pour qu'ils poussent mieux, ça s'appelle l'izmo. Et donc le Zohar, et peut-être le Midrash aussi l'interprète de la même manière, le temps est arrivé, on pourrait dire, d'élaguer, c'est-à-dire de couper la tête à nos ennemis, et à ce moment-là, la voix de la tourterelle sera entendue dans notre pays. C'est pour ça que Menachem a traduit le temps de la taille et que le chant de la tourterelle se fasse entendre dans notre pays. Parce que c'était ça l'intention du Rav Kook et c'est pour ça qu'il faut le traduire comme ça. Alors, on va revenir au début du texte et expliquer en fin de compte quel est le sens profond de ce texte. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un temps d'histoire et dans ce temps d'histoire, s'occuper de politique ou s'occuper de guerre, parce que ça revient au même, c'est être cruel, barbare, etc. C'est-à-dire, si ça se trouve ici et pas dans d'autres passages du Rav Kook, c'est parce qu'en effet, le Rav Tzviuda, etc., qui l'ont mis, ont compris que le Rav Kook parlait de sujets de guerre. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que le Rav Kook parle après. Nonam fut dégoûté par les terribles fautes commises dans la conduite de l'État. Il parle du fait que les civilisations étaient des civilisations violentes. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que le Rav Kook, ce qu'il nous dit, c'est qu'il s'est trouvé qu'il y a eu un temps d'histoire où s'occuper d'un État, s'occuper de politique et donc s'occuper de guerre, c'était automatiquement être immoral, on pourrait dire, être cruel, être chauffeur d'ammim. Et donc, le peuple juif, voyant cela, a pensé qu'il ne pouvait pas participer à ça, et donc il a renoncé à avoir un État. C'est une idée qui est extrêmement forte au niveau du Rav Kook. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, c'est ce qu'il dit au début, nous avons quitté la politique mondiale dans une contrainte mêlée de consentement intérieur. C'est-à-dire, la contrainte, c'est comme il a dit, c'est qu'on a été mené en exil. C'est-à-dire, le fait que le peuple juif a arrêté de s'occuper d'affaires d'État, on a l'habitude de le comprendre de manière forcée. C'est-à-dire, on était forcé parce qu'on était en dehors de chez nous et personne ne nous donnait l'occasion d'avoir un État indépendant. C'est-à-dire, c'est sous-entendu, si on nous avait proposé de faire un État à Madagascar ou en Ouganda, voilà, c'était ça, ou au Birobidjan, c'est-à-dire, est-ce qu'on aurait accepté de le faire? Nous, on lit l'histoire en se disant, oui, bien entendu. Ou bien, si jamais les Goïms nous avaient offert sur un plateau d'argent la possibilité de revenir en Israël et de refonder un État, on l'aurait tout de suite pris. Ça, c'est la lecture habituelle, normale des choses. Alors, le Rav Kook nous donne un très grand chidouche. Il nous dit, non, on ne l'aurait pas pris. On ne serait pas revenu, ou peut-être revenu on serait, mais on n'aurait pas forcément construit un État.
Et pourquoi? Parce que le monde ambiant, que Chol Hagoyim Asher Svivotai, c'est-à-dire comme toutes les nations qui sont autour de nous, le monde ambiant, le monde autour de nous, était tellement barbare, était tellement cruel, que ça nous aurait semblé évident en tant que peuple que si on refondait un État à ce moment-là, on aurait été obligé, pour se mettre au diapason de ce qui se passe dans le monde, de fonder un État basé sur la violence et sur la barbarie. Vous le savez, vous avez étudié l'histoire de France, j'imagine. Ouais, tous. On a tous étudié l'histoire de France. Et on sait très bien que c'est une histoire de 2000 ans de violence et de barbarie. Que ce soit, c'est ça qu'il y avait, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit après ça à la Renaissance. On veut nous montrer les belles choses de la Renaissance, mais François Ier, comme Louis XIV, comme Napoléon, étaient des gens qui étaient pleins de violence et de barbarie a priori. Donc, et les Français, comme les autres nations, comme les Espagnols, comme les Italiens, les Allemands, les Anglais, etc. C'est-à-dire que tout ça était comme ça. Et donc le Rav Kook nous donne ce chidouche, c'est qu'il y avait une contrainte, c'est la galoute, mêlée de consentement intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur de nous, on était, dans un certain sens, on était d'accord, je dirais pas qu'on était content, mais on était d'accord de ne pas avoir d'État, dans la mesure où on se disait, il vaut mieux ne pas en avoir que d'en avoir un et ne pas le gérer comme on voudrait le gérer, c'est-à-dire d'une manière liée avec une manière hébraïque, juive et morale de faire les choses. Voilà, donc ça c'est le chidouche du Rav Kook de manière générale. Bien entendu, il y a un temps qui va revenir, et c'est ce qu'il a dit à la fin de la Piska, Kolator et Azami Rigia Kolator Nishma Be'artzenu, le temps est arrivé de pouvoir restaurer. Il y a un moment où ça va pouvoir se restaurer. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la clé de toute cette chose-là? C'est-à-dire que, à quel moment, comment peut-on savoir à quel moment c'est terminé, à quel moment ça a commencé? Pourquoi, par exemple, à l'époque du Tanakh, le Rav Kook nous a quand même dit dans le passage d'avant qu'on a réussi à créer une civilisation, une société qui était relativement, tout est relatif bien entendu, mais qui était relativement capable de faire émerger une moralité, on pourrait dire, dans cette chose-là. Alors, en fin de compte, la clé de ça, vous avez compris la question, hein, c'est-à-dire que le Rav Kook nous dit tout ça, mais il faut essayer de trouver la clé de l'histoire. C'est comment? À mon avis, il l'a dit ici, la clé de tout ça, c'est ce passage du milieu. C'est-à-dire que tout d'un coup, le Rav Kook, il nous cite et un midrash et un pasouk. Et ce midrash et ce pasouk, il parle de la relation entre Yaakov et Esav. Et c'est ça la clé, à mon sens, de tout. C'est-à-dire que ce temps d'histoire où on a renoncé à la politique, c'est le temps de Ésaü. Le temps de Édom, c'est le temps de la civilisation d'Édom, qui est le temps où le peuple juif a renoncé. Alors là, on est déjà dans des concepts qu'on connaît. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'il y a toujours un mouvement de balance, c'est-à-dire où le homme yemat, un mouvement de balance entre la civilisation d'Israël et la civilisation de Esav, de Édom. Et lorsque lui est en haut, c'est-à-dire que lorsque c'est lui qui dirige le monde, à ce moment-là, nous on est en bas, et la Hatid Lavo, c'est-à-dire à la fin des temps, à ce moment-là, il va y avoir un retour à la civilisation d'Israël, avec aussi une descente de la civilisation de Esav. C'est quand même marrant, incroyable, qu'on fait ce shiur alors que celui qui dirige le monde de Esav se trouve actuellement à Yerushalayim, c'est Biden, et il est en train de parler avec, à Yerushalayim ou à Tel Aviv, je crois qu'il est à Tel Aviv, le Mouchane, il est en Eretz Israël, il est en train de parlementer avec Binyamin Netanyahu, qui est celui qui dirige l'État du peuple juif, l'État d'Israël. C'est quand même une coïncidence, mais je suis pas sûr que c'est tellement bien, justement à cause de ça, parce que Esav, c'est Esav. Mais en fin de compte, qu'est-ce que nous dit le Rav Kook? Le Rav Kook, il amène tout d'abord un midrash. Ça, c'est un midrash qui est marqué dans le midrash Rabbah, que Yaakov renvoya à Esav le manteau de la royauté. Alors, c'est quoi le manteau de la royauté? Maintenant, on va rentrer dans l'étude des choses. En hébreu, ça a marqué Shalach le Esav et Porphira, ou Echzir le Esav et Porphira. Porphira, c'est, en fin de compte, jusqu'à maintenant, je ne savais pas comment le traduire, mais c'est clair, c'est le manteau de pourpre.
C'est, regardez, c'est en hébreu, il y a marqué ici, Yaakov Shalach l'Esav eta Pourfira. Pourfira, vous voyez le mot ici, et je veux bien vérifier parce que j'avais pas pensé jusqu'à maintenant. Du coup, on va le mettre en pourpre. Voilà, on va le mettre en rouge. Le pourpre, c'est rouge, hein, c'est exact, d'accord. C'est une des deux couleurs, Tola et Argaman. Alors, c'est intéressant. Et du coup, c'est encore un chidouche. C'est-à-dire que le manteau de la royauté chez les rois, c'est un manteau rouge. Ouais. C'est une cape rouge d'ailleurs. Je crois que c'est exact chez les rois de Édom. C'est à vérifier parce que des fois, ils ont un manteau bleu. Il faudra regarder quand ils sont sacrés. Mais comme Esav, c'est Édom, donc le manteau de la royauté, il est aussi en pourpre, il est aussi Adom, il est aussi rouge. Et on sait que le rouge, c'est Shofer Damim, c'est le fait que Esav, lui, il verse le sang, il est Shofer Damim. Et donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Tout d'abord, cette histoire est liée avec le Passouk. Alors, on va commencer par le Passouk. Qu'est-ce que dit le Passouk? Lorsque Esav et Yaakov se rencontrent et qu'ils s'embrassent, à ce moment-là, Esav propose à Yaakov de marcher ensemble, de l'accompagner. Et à ce moment-là, Yaakov lui répond, il lui dit non. Yavorna Adoni Lifne Avdo, c'est-à-dire traduction en français, que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. Il y a deux points importants dedans. Premièrement, il y a le fait que Yaakov, d'abord il se prosterne devant Esav auparavant, et ensuite il appelle Esav mon maître, et lui il s'appelle serviteur. Donc il y a une, je sais pas comment dire en français, il y a une itkofefut, c'est-à-dire il se prosterne et il se rabaisse devant Esav. Il n'était pas obligé. Il aurait pu très bien, à mesure qu'ils se sont embrassés, avant il avait peur qu'il le massacre, mais une fois qu'ils ont fait la paix, qu'ils s'embrassaient, il aurait pu dire, Ya'avor na Esav lefanai, que Esav passe devant moi. Or non, il prend des termes de soumission. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de soumission, puisqu'il appelle Adoni mon maître, et que lui, il se traite comme serviteur. Alors, le pshat, c'est qu'en effet, il lui dit que tu passes devant moi, c'est-à-dire que tu ailles à ton chemin et que moi, j'aille par derrière. Pourquoi? Parce qu'il le dit dans la suite du passage que le Rav Kook n'a pas cité. Va'ani, alors je suis désolé, j'ai la traduction en français, je vais la traduire parce que une partie qui est tombée en chemin. Va'ani et na'ala li'iti l'irgelam lacha asher lefanai ou les régel ha'iladim ad asher avo el adoni seira. C'est-à-dire que Yaakov dit quelque chose d'extrêmement étonnant. Il lui dit, vas-y, avance, toi, t'es avec tes chevaux, etc. Tes gmalim, je ne sais même plus ce qu'il avait. Avance jusqu'à chez toi et t'inquiète pas. Moi, j'avance doucement parce que j'ai des enfants qui sont en bas âge et j'ai la melacha, c'est les troupeaux. Et donc, jusqu'au moment où je te rejoins. Or, nous font remarquer que Yaakov n'est jamais arrivé chez Esav sur la montagne de Seir. Il n'est jamais arrivé. Et c'est ce que nous dit le Midrash, c'est-à-dire ce que dit Rashi. Regardez, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Seir, il parle ici d'un trajet plus long que celui qu'il avait effectivement l'intention de faire, puisqu'il ne comptait aller que jusqu'à Sukkot. C'est-à-dire, c'est connu, il y a aussi un enseignement à propos de Sukkot que Manitou enseigne, le fait que Sukkot se trouve à cet endroit-là, c'est-à-dire le nom de la ville de Sukkot se trouve à cet endroit-là. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que Yaakov, il lui a raconté des bobards. Il n'avait pas du tout l'intention d'aller à Seir. Il voulait aller à Sukkot, qui est juste à côté de là où il se trouve. C'est un endroit qui est juste à côté de là où ils se sont rencontrés, un peu Noël, et il n'est jamais arrivé. Et il s'est dit, s'il entre dans ses intentions de me faire du mal, qu'il attende jusqu'à ce que j'arrive chez lui. Et il n'y est pas allé. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils s'étaient embrassés, Yaakov n'était pas sûr des intentions de Ésaü, donc il lui a dit, va rentre chez toi, j'arrive bientôt chez toi, et il n'est jamais arrivé parce qu'il s'est dit, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Et Rashi continue, mais quand ira-t-il, étant donné qu'il est inconcevable qu'il ait proféré un mensonge, tout ça c'est un rajout qui n'est pas marqué dans Rashi. C'est une bonne explication, c'est-à-dire que dans la mesure où Yaakov Avinu a dit, Ad Asher Avo El Adoni Seira, c'est clair qu'il va le réaliser. Donc, on attend que Yaakov, c'est-à-dire que le peuple juif, aille à Seir. Alors Rashi répond, à l'époque du Messie, de nouveau c'est dans le Midrash, Bereshit Rabbah, ainsi qu'il est écrit,
Ve'alu Moshim be'ar Tzion lishpot et Esav, dans Ovadia 1.12. Il existe à ce sujet de nombreux midrashim. Donc vous avez vu que cet enseignement est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il nous dit que va venir un temps où Yaakov va aller chez Esav. Mais à quel moment il va décider d'aller chez Esav? Quand il saura qu'il peut y aller non pas en tant qu'esclave d'Esav, Avdo, et que l'autre est Adon, mais au contraire, lorsque ce sera lui qui sera le Adon, et Esav qui sera descendu. Et donc, on parle d'un temps messianique, et qui est marqué Ve'alu Moshim be'ar Tzion lishpot et Esav. Ils monteront sur la montagne de Tzion pour juger la montagne d'Ésaü. Cette année, dans un des cours de Parashat Shavua, j'avais signalé que la montagne de Seir est sans doute dans le Negev. C'est à Sde-Boker. C'est là où le Ben Gurion de notre temps est allé mettre son tzrif pour montrer qu'il est allé Moshi be'ar Tzion lishpot et Esav. Alors ça, c'est aussi un enseignement qui est intéressant, que ça a été fait. Et on est arrivé sur Lishpot et Esav, mais il faut dire que c'est quand même une paracha qui est très profonde et très compliquée, puisque pour l'instant on parle de toute une civilisation, c'est-à-dire la civilisation occidentale, qui est la civilisation d'Ésaü, d'Édom par rapport à la civilisation d'Israël. Donc on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines, mais du coup, on comprend très bien qu'il faut lire le mot lifné autrement. Je reviens maintenant à ce que le Rav Kook dit, et le Rav Kook a en pensé la suite du passouk, qu'est-ce que dit Srazal sur ce passouk. Il dit comme ça, Yavorna Adoni lifne avdo, c'est pas devant, mais c'est avant. C'est-à-dire, c'est avant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Et Yaakov Avinu a pris le manteau, parce que de quel manteau on parle? Bigde Esav Hamudot. C'est ce manteau qui appartenait à Adam Arishon, qui a été donné par Adam à Caïn, que Nimrod a pris de Caïn, que Esav a pris de Nimrod en tuant Nimrod, le jour où il revenait qui a Yef Anochi. Le jour où il était fatigué et qu'il avait besoin d'Anési d'Anachim, de manger des lentilles rouges parce qu'il était rouge, c'est parce qu'il venait de tuer Nimrod pour pouvoir voler le manteau. Et c'est le manteau que Yaakov nous prend pour recevoir la bracha de Esav et qu'il reçoit. Mais nous disent Chachamim quelque chose qui est vrai au niveau de l'histoire, c'est qu'à un moment, Yaakov il a dit, c'est quoi? Moi, c'est pas mon manteau, c'est pas mon truc, reprends-le, mais il lui a jamais donné définitivement. Il lui a donné en lui disant, passe devant moi dans le sens, ta civilisation va précéder ma civilisation, et quand ce sera fini, alors je vais reprendre la porphyra. Ouais, c'est-à-dire que je vais reprendre le manteau, et ce sera moi qui prendra le manteau de la royauté. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est que, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un temps de civilisation où l'idéal de civilisation qui dirige le monde, c'est l'idéal de Esav. Et l'idéal de Esav, c'est Al-Charbechatichie. C'est-à-dire que tu vivras par ton glaive, c'est-à-dire que la loi, c'est la loi du plus fort, ce qu'on appelle la loi de la violence, que si tu veux réussir en tant que civilisation, il faut que tu prennes ton épée et que tu tues tous tes ennemis de la manière la plus cruelle possible. On le sait, j'en avais parlé à propos de Tisha B'Av, à propos des descriptions des guerres de Rome au moment de la destruction du deuxième temple, de la cruauté. Et en fin de compte, c'est des choses qui sont connues pour les gens qui ont étudié ces civilisations. Mais le Rav Kook fait une translation. C'est pour ça qu'il parle de la politique. Et il dit, c'est non seulement une question de guerre, de morale de guerre, c'est aussi une question de morale de manière générale politique. C'est-à-dire que l'État, la civilisation, quand elle est dans les mains de Esav, c'est une civilisation de violence. Et quand c'est une civilisation de violence, ça se traduit naturellement dans les guerres. C'est-à-dire de manière générale. Et qu'est-ce que nous dit donc le Rav Kook? Il nous dit, vous croyez que les Chachamim, ils sont pas Chachamim? Vous croyez que les Chachamim, ils comprennent pas ce qui se passe? Bien sûr qu'ils savent très bien. Ils savent que depuis le moment où ils savent que le temps est arrivé, que ce soit la civilisation de Esav, qui est celle qui règne dans le monde de manière la plus forte, alors Yaakov lui dit, reprends ton manteau. Pourquoi? Parce que dans cette civilisation, nous, on ne peut pas réussir un projet de construire une société qui est basée sur la morale de la Torah, qui est une société qui est basée sur le vrai, sur le bien, etc., et sur une véritable justice dans la société. Et à ce moment-là, donc, pendant des milliers d'années, des centaines d'années, plus de 2000 ans, c'est-à-dire pendant 2000 ans, on peut dire,
à ce moment-là, le manteau va être dans les mains de Ésaü et le peuple juif va renoncer dans une contrainte mêlée de consentement intérieur, ce qui est marqué ici. C'est-à-dire, eux nous ont mis en exil, mais profondément, on savait que eux étant la civilisation du temps, eux étant la civilisation qui régnait au niveau idéologique dans le monde, c'était impossible de créer une société qui serait une société telle que la Torah en rêve, etc. Alors, pourquoi cet enseignement il est tellement essentiel? C'est que si vous réfléchissez maintenant, on comprend aussi, a posteriori, les interrogations que le Rav Kook posait dans la Piska qu'on a étudiée la semaine dernière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tu ouvres le Tanakh et tu vois la personnalité, de nouveau, j'ai cité toujours David Ameller, mais comme je vous ai dit, c'est valable pour énormément d'autres gens, et tu ne comprends pas comment est-ce possible que David Ameller était un combattant et qu'il était en même temps un tzaddik. Et la réponse de Rav Kook dans notre Piska d'aujourd'hui, elle est très simple. Tu ne le comprends pas parce que ça fait 2000 ans que ça n'existe plus. Ça fait 2000 ans que les sociétés, les civilisations, qui sont notre référence naturelle, puisque c'est ça qu'on a appris à l'école, et c'est valable même pour les Israéliens qui ont appris à l'école juive, c'est-à-dire c'est vrai qu'ils apprennent le Tanakh, mais quand ils regardent l'histoire contemporaine, c'est-à-dire l'histoire des centaines d'années, maintenant ça fait même 2000 ans on pourrait dire, quand ils regardent ce que la mémoire humaine connaît et reconnaît et comprend, d'accord, quand ils regardent ça, eh bien ils ont a priori une compréhension de la politique, quand on dit la politique de manière générale, qui leur rend impossible d'imaginer qu'à l'époque du Tanakh, ça aurait pu être différent. C'est ça la réponse. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que le processus dans l'étude de ces textes nous permet de mieux comprendre a posteriori aussi ce qu'on a étudié la semaine dernière. C'est-à-dire que cette semaine, on étudie l'histoire contemporaine, l'histoire des civilisations contemporaines, et c'est tellement massif qu'on ne s'imagine pas que ça pourrait être autrement. C'est-à-dire on n'a pas de référence. Et qui va nous renvoyer la même image? Les goïms. C'est-à-dire que les goïms vont nous dire, ne nous faites pas croire que votre civilisation, que votre État est différent des nôtres. Ne nous faites pas croire que vous n'êtes pas capable d'envoyer des bombes sur un hôpital et de tuer 500 personnes. C'est-à-dire, cette image qu'ils ont envoyée, c'est de hier, donc c'est pas la peine d'aller jusqu'à Sabra et Shatila à l'époque de la guerre du Liban, c'est-à-dire, ou de tout temps. Il y a, en fait, qu'est-ce qu'ils nous renvoient? Ils nous disent, vous dites que vous allez pouvoir fonder une société, une civilisation, une politique qui n'est plus comme la nôtre. Maintenant, je traduis dans le temps moderne, vous comprenez les choses. Nous sommes Esav, on se connaît. On sait qu'on a fait Hiroshima, on sait qu'on a fait la première et la deuxième guerre mondiale, on sait qu'on s'est entretués, etc. On sait qui nous sommes. C'est-à-dire, mais vous êtes revenus en Eretz Israël, vous êtes en train de reconstruire un État, une civilisation, et à leurs yeux, Bederech HaTorah. C'est-à-dire, vous êtes en train de ramener la civilisation de la promesse de la Torah, et vous affirmez que vous allez être plus moral que les autres. Et en plus, nous, on tombe dans le panneau, parce qu'on affirme qu'on est plus moral. Et pourquoi on l'affirme? Parce que profondément, on est comme ça. Rahmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Vous vous souvenez ce qu'on avait étudié dans le cours lundi, il y a une semaine, sur ce que dit la Mishnah. N'oubliez pas que quand vous sortez en guerre contre vos ennemis, c'est pas vos frères. Et si vous êtes gentil avec eux, ils seront pas gentils avec vous. C'est pas comme quand vous êtes gentil avec vos frères, même quand vous faites la guerre avec eux, puisque la Mishnah parle de la guerre entre la Malchut de Juda et la Malchut d'Israël. C'était une guerre, et malgré tout, c'était différent. Et par rapport aux Goïm, c'est pas la même chose. Alors, donc, même les Goïm nous renvoient cette image. C'est-à-dire, nous, on dit, le temps est azamirigia, vekolator nishma be'artsenu. Donc, le temps est arrivé, on va être mieux. Et du coup, les Goïm nous disent, eh bien, c'est pas vrai, vous êtes pas mieux que les autres. Et c'est un mensonge total. C'est-à-dire, c'est un mensonge total parce que le temps est arrivé, mais eux nous reprochent leur mauvaise conscience historique de 2000 ans, et nous, on rentre dans le panneau. Quand je dis nous, c'est pas nous, les gens qui étudient Manitou et Rav Kook. J'ai au niveau de l'État d'Israël, de manière générale, et des Juifs en Chutz-Laaretz, alors ça c'est encore pire, parce qu'ils sont encore plus imbibés si vous voulez, de la propagande qui est là-bas, ou de l'influence culturelle, par exemple, le fait
que toute l'intelligentsia juive des États-Unis, en gros, elle est extrêmement gauchiste. Tout ça, en France, c'est un petit peu la même chose, mais un petit peu moins parce qu'ils sont sfaradies. Mais Begadol, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on se fait avoir parce qu'ils nous demandent d'être plus moral que eux, selon leurs critères de moralité. Alors ça, on en parlera la semaine prochaine, dans la pisca suivante, mais vous comprenez que c'est là qu'on se trouve au niveau de manière générale. Et dans les deux sens. Eux qui nous demandent, si déjà vous êtes l'État d'Israël, alors ramenez la morale, et nous qui ne comprenons pas a priori comment est-ce que on peut faire autrement que l'égoïme, c'est-à-dire en fait profondément on le comprend aujourd'hui, mais au niveau intellectuel des fois on a tendance à ne pas le comprendre, parce que pour nous c'est comme ça. Par exemple, vous entendrez souvent des gens qui diront oui, si on est dans la politique, alors pour réussir dans la politique, on peut pas être droit. Il faut être mouchrat, il faut être corrompu, etc. Vous connaissez tout ce genre de phrases. Malheureusement, souvent, c'est pas toujours évident, mais il faut regarder comme le Rav Kook regarde les choses, c'est-à-dire dans une vision beaucoup plus haute des choses, dans une vision beaucoup plus globale, comme il nous dit, de savoir que on est en train de reprendre le porphyra. On est en train de reprendre le manteau de pourpre qui appartenait à Esav. Et il faut dire, le temps entre les deux est un temps qui est un petit peu compliqué. Alors, on va reprendre le texte si vous voulez pour pouvoir bien être sûr qu'on a compris et l'expliquer depuis le début jusqu'à la fin. Nous avons quitté la politique mondiale dans une contrainte mêlée de consentement intérieur. C'est ce que on a expliqué jusqu'à maintenant, dans l'attente d'une période heureuse où il sera possible de gérer un État sans méchanceté ni barbarie. Alors on a compris, c'est-à-dire que ça fait 2000 ans ou 2500 ans que l'État est géré par méchanceté et barbarie. De manière historique, ça a commencé un tout petit peu avant Esav. Ça a commencé en gros à l'époque du deuxième temple, après la fin de la période tanachique. Alors vous me direz, c'était avant Esav, oui, mais c'était la période grecque, en gros. Hein. C'est-à-dire que Alexandre le Grand, c'est au moment où Alexandre le Grand a conquis Jérusalem que le Tanakh s'est arrêté parce que la prophétie s'est arrêtée. Et comme vous savez, comme on l'a appris à l'école, la civilisation européenne, c'est les fondements de cette civilisation, c'est la civilisation gréco-romaine. C'est les deux ensemble, c'est les Grecs et les Romains. Et donc, en fin de compte, dès que la civilisation grecque a conquis le monde, on est passé, disparition de la prophétie, fin du Tanakh, État avec méchanceté et barbarie. C'est pas qu'avant il n'y avait pas, mais avant on a réussi à faire autrement. Mais en tout cas, la différence, c'est que c'est les civilisations qui vont véhiculer ces valeurs avec leur civilisation jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le Rav Kook continue, c'est le temps que nous espérons. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de rêver à un temps meilleur, de nouveau, on parle de la reconstruction du temple, vous savez, de la résurrection des morts, du retour de tout le peuple juif en Israël, de la tchouva, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais dans l'analyse du Rav Kook, il y a quelque chose en plus de tout ça, c'est l'espoir de pouvoir construire un État où il n'y a pas méchanceté et barbarie. Réfléchissez à tout ce qui se passe en ce moment au niveau du chesed qui se passe à l'intérieur du peuple juif, combien c'est un tikkun de tout ça à l'intérieur de nous, de notre pays. D'accord? Mais c'est un espoir, c'est-à-dire on est en espoir que le monde va changer dans ce sens. C'est-à-dire le monde va changer et nous, les premiers qui allons changer, c'est-à-dire de prouver, et c'est pour ça qu'on a reconstruit notre État, on est en train de reconstruire un État où on est en train de restaurer la vérité historique de Akadosh Baruch Hu et de la Torah, qu'il peut y avoir un État qui n'est pas dans la méchanceté et dans la barbarie. Voilà, c'est pour ça qu'il dit c'est le temps que nous espérons. Il est évident, rajoute le Rav Kook, que pour concrétiser cet espoir, nous devons nous réveiller et avec nous toutes nos forces et employer tous les moyens que l'époque nous offre. Tout est conduit par la main de Dieu, créateur de tous les mondes. Alors, je vais vous expliquer cette phrase. Cette phrase, c'est que le Rav Kook sait qu'il y a un grand problème. Quel est le problème? C'est le problème de Atralta de Géoula. C'est quoi le problème de Atralta de Géoula du début? C'est que, en fin de compte, on va être obligé
de construire cet État avec cet idéal, alors que la civilisation de Édom n'est pas encore tombée. Et vous savez pourquoi c'est marqué? C'est Veyado Ohezet Ba'akev Esav. C'est-à-dire qu'il y a marqué que lorsque Yaakov sort du ventre de Rivka, sa main tient le Ekev, le talon d'Esav. Vous savez, il le talonne. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il tient le talon de Esav? Alors ça, c'est très bien expliqué dans l'enseignement du Gaon de Vilna, justement dans le livre de Kolator, et c'est aussi enseigné par tout le monde, par le Maharal, par la Gemara elle-même dans Perek Relek. C'est qu'est-ce qu'elle dit? Rashi le dit dans le texte, il dit Sheze eno maspik ligmor malchuto, sheze matril malchuto. C'est-à-dire que Esav n'aura pas le temps de terminer son histoire, que Israël commence déjà son histoire. C'est-à-dire quoi? Il y a un temps médian où Esav est arrivé au talon de son histoire, c'est-à-dire la fin de son histoire, puisque l'histoire commence par la tête et finit par le pied. Et nous, on a déjà notre main sur son talon, c'est-à-dire qu'on commence déjà notre histoire personnelle. Il y a un principe qui est marqué dans les Chachamim qui dit En malchut noga'at behevrata afilu melo anima. C'est-à-dire qu'un royaume enfin qu'on empiète sur un autre royaume, il n'empiète pas, même pas sur l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire qu'une royauté ne commence que quand l'autre a terminé. Ça, c'est valable de manière générale. C'est un principe général. On le voit par exemple chez Shaoul avec Shmuel, ça je le montre à cet endroit-là, que Shaoul ne va devenir roi que quand Shmuel aura terminé sa vocation de royauté, c'est-à-dire en tant que juge, etc. Il ne peut pas y avoir normalement de temps commun. Et alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la Torah nous dit qu'il y a une exception. Une seule exception de ça, c'est la fin de l'histoire de Esav, de Édom, et le début de l'histoire d'Israël. Il y a un temps qui est un temps où les deux sont ensemble, et c'est un temps très difficile. Ça s'appelle Ikveta de Meshicha, les talons du Mashiach. D'après cette interprétation, les talons dont on parle, c'est les talons de Esav. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à rentrer chez nous, etc. Mais alors maintenant, dans l'équation du Rav Kook, vous comprenez très bien quel est le problème. C'est que, puisque Esav est encore là, et qu'on commence, alors on a comme référence la civilisation de Esav. C'est-à-dire comment faire pour ne pas être, comme je vais vous dire quelque chose de très fort là-dessus, c'est que une des raisons pour laquelle les Haredim ont peur de participer au projet d'histoire d'Israël, c'est parce qu'ils ont peur qu'on construise une société qui n'est pas une société d'Israël, mais une société copiée sur le modèle d'Ésaü. Alors quand Herzl va dire Am kechol ha'amim, un peuple comme une nation, comme toutes les nations, vous vous souvenez, c'est-à-dire, alors ça fait peur. C'est-à-dire on se dit, alors est-ce qu'on va réussir notre projet de construire une civilisation d'Israël? Et s'il y avait eu un passage clair, c'est-à-dire que Esav était tombé et que Israël était monté après, alors tout le monde aurait été sioniste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choses se seraient passées autrement. Comme il y a un temps qui s'appelle Ikveta de Meshicha, qui est le temps intermédiaire, alors c'est difficile. C'est difficile. Et nous dit le Rav Kook, mais n'aie pas peur. Parce que vous comprenez ce que ça veut dire. C'est quoi avoir peur? C'est de dire, si je commence à construire une nouvelle maison alors que l'ancienne maison existe toujours, alors chaque chose que je vais faire va être copiée sur le modèle de l'ancienne maison. Et effectivement, lorsqu'on construit un État, on n'a pas d'autre choix que de le copier sur les autres modèles. Si le modèle idéal, par exemple, politique de nos jours, c'est le modèle démocratique, idéal de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde au XXIe siècle, alors les Juifs vont copier le modèle idéal, ils vont faire un État démocratique. Ils auront raison. Ils ne peuvent pas faire autrement parce que ce qu'a dit Esav, ce qu'a dit le Rav Kook, quand on est dans un temps de Esav, c'est le modèle de référence. Et donc on va être obligé de copier le modèle d'une certaine manière. Comment on va faire pour faire la quadrature du cercle, pour construire quelque chose de nouveau en utilisant les matériaux qui se trouvent en ce moment sur le marché? Vous comprenez? C'est ça le problème. Comment est-ce qu'on peut faire les deux choses ensemble? Et c'est ça que nous dit le Rav Kook dans cette phrase. Il est évident que pour concrétiser cet espoir, nous devons nous réveiller avec nous toutes nos forces et employer tous les moyens que l'époque nous offre. On ne peut pas attendre d'avoir un nouveau matériel pour pouvoir construire la nouvelle maison. On est obligé de faire feu, pas de tout bois, mais en tout cas du bois qui se trouve à ce moment-là. Et nous dit le Rav Kook, n'aie pas peur,
parce que tout est conduit par la main de Dieu, créateur de tous les mondes. C'est-à-dire qu'il le sait, il le veut, et petit à petit, dans ce matériel-là, va émerger la civilisation d'Israël, la civilisation de justice, de justesse, tzadéket, c'est-à-dire cette politique nouvelle et cet état nouveau qui est fait. C'est-à-dire, on va utiliser le matériel actuel, puisqu'on est Ikveta de Meshicha, on est dans le temps intermédiaire, et avec ça, on va construire une maison qui, petit à petit, va se révéler comme une nouvelle civilisation, une société qui est plus juste, qui est plus équitable, qui ne ressemble pas à la société d'Ésaü ou la société, d'accord, de France, d'Amérique, etc. Et puis, si vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a fait une armée avec les mêmes tanks et les mêmes armes que tout le monde, on a fait un État avec les mêmes fils électriques et les mêmes hôpitaux que tout le monde, et pourtant l'État d'Israël, c'est pas la même chose que les autres, c'est quelque chose de différent. Et ce sera, Bezrat Hashem, de plus en plus différent, parce que Hashem nous donne beaucoup de Issourim, beaucoup de souffrances, mais le processus d'avance, il peut pas ne pas avancer. C'est marqué dans la Torah, je vous l'avais déjà cité, qui peut séparer le lion de la lionne lorsqu'ils sont en train de s'accoupler. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Et c'est comme ça que nous disent nos chachamim. C'est-à-dire que si le projet est en train d'avancer, il doit avancer. Et donc, nous dit le Rav Kook, tout est conduit par la main de Dieu, créateur de tous les mondes. Et j'ai mis en bleu le mot main pour une raison, parce qu'en hébreu ça s'appelle yad. Et pourquoi? Parce que, je ne sais pas si le Rav Kook, c'était sa kavana, son intention. Mais ce qu'il veut te dire, c'est que vous savez que la réussite du projet, c'est Akol Kol Yaakov, Vayadaim Yedesa. C'est-à-dire que d'un côté, la voix, c'est la voix de Yaakov, qui est la voix de la Torah, et d'un autre côté, les Yadaim. Lorsqu'on passe à l'action, à ce moment-là, la référence, c'est Yadaim Yedesa. C'est les mains de Esav, puisque Esav, c'est l'homme des mains. C'est-à-dire, nous, on est l'homme du col, de la voix, de la voix de Kadosh Baruch Hu, mais les mains. Et comme j'ai entendu de la bouche de Rav Uricher qui cette semaine, lorsqu'il est allé faire faire des divrei nichumim chez la famille Shishportish pour leur fils qui est mort al kiddush Hashem, Hashem Yikom Damo, à ce moment-là, il a dit l'erreur de croire que quand Yaakov dit ça, il dit c'est impossible que ce soit en même temps la voix de Jacob et les mains de Esav, donc es-tu Esav ou es-tu Yaakov? Ça, c'est la lecture habituelle. Mais, à mon avis, le Makor, c'est Manitou, c'est-à-dire, c'est évident que c'est Manitou qui l'a dit, parce que je ne me souviens pas de la phrase dans l'enseignement de Manitou dit de manière très claire, mais c'est sûrement, ça a été dit, ce n'est pas un point d'interrogation, c'est une affirmation. D'ailleurs, c'est clair parce que c'est la manière de lecture de Manitou. D'accord? C'est pas est-il possible que la voix soit de Yaakov et que les mains soient de Esav? Il dit non, non, non. Si tu as la voix de Yaakov et si tu as les mains de Esav, alors à ce moment-là, tu as réussi ton projet. C'est-à-dire, c'est ça. Pourquoi? Parce que les mains que nous utilisons pour construire notre civilisation actuelle d'Israël sont a priori la dimension de Yédé Esav, mais c'est la main de Dieu. C'est-à-dire, c'est Yad Hashem qui est derrière. Ne crois pas que c'est le Yad de Esav, c'est Yad Hashem qui est ici, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser toutes nos forces et tous les moyens que l'époque nous offre pour construire une civilisation. Et pour construire une civilisation, eh ben, il faut utiliser des forces et des moyens. D'accord? On ne peut pas le faire en étudiant à la yeshiva dans le ghetto de Varsovie. C'est-à-dire, c'est pas possible. Il faut être ici sur place, il faut utiliser toutes ces choses-là que le monde nous donne, et il faut ne pas avoir peur, car c'est le Yad Hashem et pas Yedé Esav qui se trouve derrière. On continue, mais le retard était un retard inévitable, car notre âme fut dégoûtée par les terribles fautes commises dans la conduite de l'État à une sombre époque. Le mot important ici, c'est le retard. Et là, le Rav Kook va donner une autre interprétation que celle de Manitou. C'est le Passouk. Lorsque Yaakov envoie des malachim chez Esav, il lui dit « Im lavan garti vayechar ad ata ». D'accord, merci Yosef. C'est-à-dire vayechar ad ata, j'ai retardé jusqu'à maintenant. Alors, souvenez-vous que l'enseignement de Manitou, c'est que j'ai trop tardé. C'est-à-dire, il y a une faute d'avoir trop tardé. Mais c'est vrai, et ce que dit Rav Kook est aussi vrai, Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Peut-être que ça fait déjà 200 ans qu'on aurait dû se réveiller, mais ça fait absolument pas 2000 ans. Parce que
le retard est obligatoire dans la mesure où il faut une maturation de l'histoire. Il faut attendre le temps que Esav ait fini son projet de civilisation pour que puisse arriver le temps d'Ikveta de Meshicha. Si on se réveille trop tôt, c'est impossible. Parce qu'on va retomber dans un scénario qui est un scénario de Esav. On va créer une civilisation qui ne sera pas la civilisation messianique. Et à ce moment-là, c'est pas possible, c'est ce qu'on a vu au début, dans la première phrase. Donc c'est ça qui dit, le Rav Kook, le retard était un retard inévitable. C'est regrettable, c'est triste, c'est horrible qu'on ait dû attendre tellement de temps, mais c'est parce que l'histoire du monde a fait qu'on ne pouvait pas commencer avant, trop avant. Et d'après Manitou, un petit peu avant, mais pas trop, sûrement pas trop avant. Peut-être, disons, en 1917, avec la déclaration Balfour, en 1890, et au moment du congrès de Bâle, ou bien en 1760 avec le Gaon de Vilna. Mais c'est évident qu'on ne pouvait pas commencer en 800, en 1000, en 1400, etc., d'après la lecture du Rav Kook, parce que le temps de civilisation des Esav n'était pas terminé, et c'était pas le moment où on pouvait reprendre son manteau. Et voici que le temps est arrivé. Voici ce que nous dit le Rav Kook. Tu crois qu'il n'est pas arrivé? Et le Rav Kook, faut pas oublier, il a dit ça il y a 100 ans. C'est-à-dire, il a dit ça alors que la civilisation des Saves, c'est pas qu'elle était comme aujourd'hui, elle était encore plus forte, il était avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Shoah, etc. Mais il nous dit, sache que le temps est arrivé. Ça veut dire quoi, le temps est arrivé? On peut commencer à construire en Israël une société, une politique, une armée qui va révéler le projet d'Israël, c'est-à-dire d'une possibilité, ce qu'on appelle en fin de compte le projet messianique. Il est très proche. C'est-à-dire que Rav Kook qui dit est arrivé, il est très proche, parce que de son temps, Inezeba Veukarov, c'est-à-dire que Rav Kook n'a pas vu de politique, il a vu une pré-politique, c'est-à-dire que après la déclaration Balfour, mais il n'a pas vu l'État d'Israël. Et s'il avait vu l'État d'Israël, il aurait dit le temps est arrivé. Il aurait pas dû, il est très proche, il est là. Il aurait dit il est là, où le monde s'adoucira et où nous pourrons nous préparer. Car il nous deviendra possible de gérer notre état sur les bases du bien, de la sagesse, de l'intégrité, de la clarté divine lumineuse. Alors, le monde s'est pas vraiment adouci depuis, en tout cas pas après les paroles du Rav Kook, mais ça, c'est déjà une lecture globale. Il y a plus d'espérance, de tolérance, de pacifisme, de reconnaissance, etc. Et c'est de ça que le Rav Kook parle, et on en parlera la semaine prochaine, si Dieu veut, dans la Piska qui vient après. Mais ce qui est, à mon avis, aussi très beau dans cette phrase, c'est qu'il nous deviendra possible de gérer notre état. Il dit le bien, la sagesse, l'intégrité et la clarté divine lumineuse. On pourrait dire qu'il a utilisé quatre adjectifs différents, mais on peut aussi dire qu'il y a une progression. Tout d'abord, la volonté d'être sur le bien. Ensuite, la sagesse. La sagesse, quand on parle de Chokhmah, on parle de Chokhmat Israël. C'est-à-dire de lier cette volonté de gérer notre état sur la base du bien avec la Chokhmat Torah. C'est-à-dire, c'est pas tellement encore arrivé, mais c'est la suite. Ensuite, grâce à ça, on arrive à l'intégrité. On va voir comment est-ce que le Rav Kook dit le mot intégrité. Ayosher, oui, l'intégrité, c'est l'intégrité. On ne peut pas trouver le Yosher. Le Yosher, c'est le Kav Tiferet, c'est la ligne médiane, tant qu'on n'a pas la Chokhmat Torah. C'est-à-dire que on va y arriver, on espère qu'on va y arriver bientôt, mais en tout cas, on va y arriver. Et bien entendu, le dernier stade, c'est la clarté divine lumineuse. Permettez-moi de remonter ici et de dire Aera, Aelokit, Aberura. Boura, ça veut dire clair. C'est-à-dire clair dans le sens barou. C'est-à-dire c'est dans les deux sens, comme en français, et que les deux choses sont comme ça. Et donc, ça, c'est le projet, et il va avancer, il avance, léat. Alors, tout ça, on l'a déjà lu, et on termine. Il n'est pas digne de Yaakov de se charger des affaires de l'État à une époque où elles doivent baigner dans le sang. Vous avez compris en quoi c'est lié avec la milchamtiout, avec la guerre. C'est de ça qu'on s'occupe. C'est-à-dire, lorsque c'est une civilisation, c'est pas des questions, est-ce qu'on est à droite, est-ce qu'on est à gauche, est-ce qu'on fait des trains, des tramways, etc. C'est de savoir, est-ce que la politique baigne dans le sang, à une époque qui exige une disposition à la méchanceté. Parce que, dans ce temps-là, le peuple juif ne peut pas faire. Nous n'avons accepté de prendre en charge que les fondements de l'État parce qu'il fallait fonder une nation. Là, le Rav Kook fait allusion à la réponse comment ça se fait qu'à l'époque du Beit Rishon, on a fait un État. C'est parce qu'en fin de compte, il y a une dialectique
On l'a fondée parce qu'il fallait fonder la civilisation hébraïque. On était dans un temps de barbarie et on a réussi relativement. Mais c'est pas l'état définitif, c'est l'état de Beit Rishon. Ensuite, il y a le Beit Sheni qui est sans état. Ça, c'est le Mahamar de Rav Kook, Mahalach Eideot Be'Israël Uvaomot, le processus général de l'histoire qui va être sans état, en gros, et où il y aura justement ce renoncement. Ensuite, 2000 ans d'exil, et on attend le troisième temple, le troisième temps dans lequel va se réaliser ce qui a marqué après. Mais quand le tronc a été sévré, nous avons été écartés du pouvoir, nous avons été dispersés parmi les nations et semés en terre profonde, en attendant qu'arrive le temps de la taille et que le chant de la tourterelle se fasse entendre dans notre pays. Et c'est, comme dit le Rav Kook, le temps est arrivé. Alors, c'est ça notre équation. Vous avez compris? On est en face de barbares, on est en face de gens qui nous prouvent et qui nous renvoient l'image de ce que c'est qu'une des civilisations qui sont baignées dans le sang. Les Européens n'ont rien à nous apprendre là-dessus, n'ont pas de leçons à nous donner, parce que c'est eux qui ont dispensé cette morale immorale de civilisation qui est dans l'effusion du sang, parce que si c'était les musulmans essentiellement, alors le Rav Kook aurait amené une citation de Ishmaël, il a amené une citation de Esav parce que c'est eux qui sont comme ça. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu va nous aider pour que se révèle le fait que Et Azamirigia, et Zamir, comme on a dit, c'est le temps de couper la tête et de couper les branches, c'est-à-dire de les tailler complètement, et que Bezrat Hashem Niske, Sheishama Kolato Be'artzenu, que la voix de la tourterelle, qui est la voix de la Géoula, sera entendue dans notre pays. Zéou, j'espère que vous avez compris ce que dit le Rav Kook. Michel, t'as compris? On n'entend pas. D'abord, oui, non, j'ai pas tout compris. Je dis que l'explication était très bonne. Et puis, j'ai posé une question. Si on parle de Yaakov qui parle avec Esav et Ouais. qui lui avance, et je te rejoindrai à Seir, c'est Yaakov, c'est pas Israël. Donc ça veut dire que ça se passe en terrain de Esav, la rencontre, et pas sur le terrain d'Israël. S'il y avait écrit Israël, Omer le Esav, Tetkadem, Bani Avol le Seir, alors c'est sur notre terrain. Ce que toi tu dis, ce que moi j'ai compris de ce qu'il y avait écrit dans ce texte, c'est en fait, on a un grand problème. Yaakov rencontre Esav, c'est Yaakov. Yaakov est toujours le terme de la galoute. Donc il le rencontre chez lui, sur son terrain. Donc pas en Israël. Et ça me pose un problème. Le deuxième problème, attends, je dis tout et après tu réponds sur tout. Manitou disait Yaakov est pris d'une très grande frayeur parce qu'il a peur d'être en retard. Toi, tu dis le retard est nécessaire pour que la société qui reçoit en fait Yaakov soit mûre pour l'accepter. Mais on voit d'un autre côté que quand en 1934, je crois, le Rav Kook est mort, ou en 1936, 33. il dit le temps est venu. Alors la grande frayeur du retard, on l'a payé à 6 millions. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on était trop en avance ou alors on était déjà en retard? Et ça, c'est trois positions qui me posent un problème. Est-ce que Yaakov doit rencontrer Esav à Seir à l'extérieur? Est-ce que la frayeur de Yaakov, il la paye ensuite? Et est-ce que nous, on n'a pas été justement en retard? C'est tout. Ok, d'accord. Ok, Céder, pour une fois, au moins, il y a des 3 questions une fois, c'est bien. Top. Alors, la réponse à la première question, en fait, c'est que le Passouk lui-même, et l'étude qu'on a fait donne la réponse. C'est que Yaakov rencontre Esav après qu'il ait déjà reçu le nom d'Israël. Et malgré tout, le texte de ce Passouk dit Vayomer Yaakov. Et ça, c'est exactement. Après qu'il ait été Israël. Mais c'est ce que dit le Midrash. C'est que pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il appelle Esav Adoni et qu'il s'appelle Eved. Donc il renonce, alors qu'il vient de recevoir le nom d'Israël, et qu'il devrait rencontrer Esav, la tête haute, comme normalement le fait aujourd'hui Norachem Shalot, d'accord? Il ne se prosterne pas devant, en tout cas j'espère, d'accord? Devant Biden ou devant Ricky Kissinger, comme on disait à l'époque. Mais ils sont censés ne pas se prosterner, c'est-à-dire, mais le paradoxe
que tu rentres en Israël, que tu reçois le nom d'Israël, et que quand tu rencontres Esav, tu reprends ton nom de Yaakov et que tu te prosternes devant lui, explique pourquoi nos sages dans le Midrash ont dit que ce moment-là correspond non pas au retour en Israël, mais à une régression dans laquelle il donne de nouveau la place à Esav, c'est-à-dire ce qu'on a étudié dans le texte. C'est-à-dire que Donc, bien c'est que nous qui ne sommes pas chronologiquement mûrs, parlant, pas Esav. quoi? C'est nous qui ne sommes pas mûrs. Non, c'est Yaakov qui n'était pas mûr à ce moment-là. Ou c'est Yaakov qui reconnaît, on dirait autrement, c'est Yaakov qui reconnaît que bien qu'il est rentré en Israël, il est rentré en Israël dans un processus de premier temple, ou même pas d'abord, il est rentré en Israël dans un processus de patriarche, qu'il a fait avancer l'histoire, parce que son histoire personnelle fait avancer l'histoire collective, mais qu'il n'est pas, lui, le Mashiach, et que le peuple juif n'existe pas encore. Et donc il y a sous-entendu que bien qu'il y a ce retour en Israël et qui reçoit déjà le nom d'Israël, il a en lui, et c'est ce qu'on apprend de Manitou tout le temps, que bien qu'il a reçu le nom d'Israël, son nom de Yaakov n'est pas encore effacé. Vous vous souvenez de cet enseignement? Que chez Abraham, il passe de Abraham à Abraham définitivement, corrélé Abraham au verbe assez. Par contre, que Israël sait, Yaakov sait que même s'il s'appelle Israël, de son temps, il va devenir Yaakov. De notre temps, non, c'est fini. C'est-à-dire que de notre temps, il n'y aura plus Yaakov, il n'y aura plus que Israël. Mais à cet endroit-là, dans cette rencontre, Yaakov dit à Esav, je sais que quand on sera en histoire de civilisation, non pas en histoire de patriarche, mais en histoire de civilisation, va arriver un temps où je serai Yaakov, où je me prosternerai devant toi, et où tu auras le pourfira, c'est-à-dire tu auras le manteau royal. Et il lui a rendu, d'accord? C'est ça l'idée très, très forte du Rav Kook à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est qu'il sait que c'est un processus d'histoire obligatoire, qu'il faut passer par là, et ensuite on va arriver. C'est-à-dire, alors tout ça, ça s'étudie bien entendu, on étudie tout le temps, c'est le Maharal, c'est Manitou, c'est Rav Kook, etc. De savoir pourquoi il faut passer par là, d'accord? Il faut passer par les 4 grandes civilisations, Arba Malchuyot, avant de pouvoir arriver au temps messianique. Le temps messianique, on ne peut pas y arriver immédiatement. Il y a tout un temps, et c'est pour ça qu'il parle du retard. C'est-à-dire, c'est comme le Sod HaIbour, le secret de la gestation, c'est-à-dire un temps de gestation. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, quand il dit le temps est arrivé, il est très proche, ça c'était l'enseignement de Manitou. C'est-à-dire, il fallait attendre. Il y avait un temps de Ichour obligatoire, c'est-à-dire, il fallait attendre. Mais au moment où c'était déjà le moment, il fallait plus attendre. C'est-à-dire que lorsque, alors là, on peut donner plusieurs stations. Une des stations qui a été donnée, c'est quand les Mekoubalim de Tzfat ont dit au moment d'expulsion des Juifs d'Espagne que le moment est arrivé. Ensuite, quand le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle dit le temps est arrivé. Ensuite, quand Herzl dit le temps est arrivé. Et ensuite, au moment de la déclaration Balfour, quand on dit le temps est arrivé. Alors, de nouveau, dans la lecture, qui est la lecture de Manitou, et que Rav Kook était d'accord, il y a quand même un moment où il faut faire attention, parce qu'on a attendu, on était en retard, mais un moment où, quand le temps est vraiment arrivé, il ne faut pas attendre. C'est-à-dire, la vérité, c'est qu'en ce moment, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est le défi. Est-ce que notre État va être capable de dire le temps est arrivé, Igi Azman, c'est-à-dire d'écraser le Hamas, etc. De nouveau, on en reparlera, Bezrat Hashem, quand la guerre sera terminée et qu'on sera victorieux, Bezrat Hashem, et donc on fera une rétrospection sur les choses. On a vu regardez par exemple le fait que les Américains qui dirigent sont toujours là. Ils nous aiment, mais ils sont là pour nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire pourquoi? Parce que si on fait ce qu'on a à faire, eux, ils se cassent la figure. C'est-à-dire qu'ils ont fini leur temps et on passe directement chez nous. Donc, en fin de compte, ils nous disent, attendez un petit peu, laissez-nous encore un petit peu de temps, un petit peu de répit. Et c'est bien entendu le défi de nos dirigeants et de notre peuple, de manière générale, de savoir comment réagir à ce genre de choses. Voilà. J'espère que je t'ai répondu, Michel. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, moi Ok. je voulais, Oui, Naomi. oui, moi je voulais juste poser une question. Donc on a fait référence par rapport à Édom, on a même quelques références pour Amalek, etc. Mais alors où est-ce qu'on met la Russie et la Chine dans ce schéma-là? C'est le problème. Nous, on connaît le schéma Israël, mais le schéma Chine et Russie. La vérité, pour la Chine, je ne sais pas. Pour la Chine, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si Bassoff,
en fin de compte, la Chine fera partie du processus d'histoire de tout ça. D'accord? Pour l'instant, elle était en dehors. C'est-à-dire que pendant ces 2000 ans, Oui. 4000 ans, la Chine, il y a marqué Hachem Misinaïba, il est venu de Sin, Midbar Sin, mais à part ça, on n'a pas tellement. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai pas d'informations, si vous voulez, de mes corottes. Maintenant, ce qui se passe avec la Russie, c'est quelque chose qui est extrêmement étonnant. Et à mon avis, la Russie actuellement fait partie du bloc du bloc de droite. Mm. C'est-à-dire que c'est, en fin de compte, c'est un Esav qui soutient Ishmaël. C'est-à-dire, et maintenant, tout ce qui se passe, et c'est absolument incroyable parce que le fait qu'il y ait cette guerre entre la Russie et l'Ukraine fait que le monde occidental prend conscience d'un risque de guerre, de cruauté et qui risque d'être conquis. Ils avaient depuis la chute de l'URSS, en fin de compte, ils avaient oublié ce genre de choses. Et ça résonne dans leur manière de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Bezrat Hashem le Tova. C'est-à-dire qu'au début, ils ont réagi de manière le Tova vis-à-vis de nous, parce qu'ils sont eux-mêmes, en ce moment, c'est-à-dire une constellation, de nouveau, Akadosh Baruch Hu, Baal Milchamot, Zorat Tzedakot, Matzmiach Yeshua, Borei Refuot, Orat Teilot. C'est-à-dire que c'est lui qui organise tout. Je dirais que jusqu'à Simchat Torah, on n'avait pas compris en quoi la guerre entre la Russie et l'Ukraine nous concernait. On n'avait pas tellement compris, d'accord? Maintenant, on comprend. Tov, encore une question? Ok, בסדר. Alors, שנשמע בעזרת השם בשורות טובות. Oui, Eliane. Bonjour Eliane. D'abord, merci infiniment parce que tes paroles étaient lumineuses, archi-lumineuses. Et j'ai deux questions à te poser, D'accord. si tu veux bien. La Bien. première question, c'est si on pense que les temps sont arrivés, comme tu disais, c'est-à-dire qu'on est vers la fin du talon, hein, ça veut dire qu'il faudra aussi éliminer l'Iran et le Hezbollah, etc. C'est-à-dire que c'est une guerre complètement régionale et peut-être même nucléaire. Donc, autrement, ça n'ira pas jusqu'au bout, si tu veux. Enfin, j'imagine. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est une fois que nous, donc tout le monde sera sorti du talon, hein, donc nous, on aura on fonctionnera selon nos règles de la Torah, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer avec les Esav? Qu'est-ce qui va devenir en fait Esav? Il y aura quand même encore des survivants, j'imagine. Ouais, d'accord. T'as posé des trop grandes questions. Disons que sur la première, je vais te répondre de cette manière. Le Gaon de Vilna, de nouveau, dans le livre de Kolator, il y a une deuxième interprétation de la notion de ikveta, c'est-à-dire du ekev. Alors, aujourd'hui, j'ai expliqué la première interprétation qui est essentielle. La deuxième, c'est que quand on dit akevot, il y a deux, et c'est pas le talon, c'est les pas du Messie. Comme on a l'habitude de dire, régler Mashiach, pas Amé Mashiach, c'est-à-dire les pas du Messie. Et c'est quoi la deuxième interprétation? C'est que ce temps, c'est un temps où le passage entre la civilisation d'Ésaü, le passage et la civilisation, on pourrait dire messianique, définitive, c'est un passage qui se fait petit à petit. D'ailleurs, les deux explications vont ensemble. C'est-à-dire que s'il y a conjointement les deux civilisations qui sont ensemble, ça prouve que le passage ne se fait pas de manière abrupte. Parce que quand on dit En Malchut Nogad Bechavrta Kim Lo Anima, c'est qu'il y a un passage d'une civilisation à l'autre de manière possible, de manière totale et immédiate. Alors que là, en fin de compte, les choses se font petit à petit. C'est pour ça que la deuxième interprétation du mot Ikveta, c'est les pas du Messie, parce que la Géoula, elle avance petit à petit. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que je ne me permettrai jamais de dire oui, maintenant, c'est maintenant que ça va arriver, etc. Parce qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire que c'est clair qu'on est dans un shlav, dans un niveau, et dans un niveau, comme a dit, je crois que celui qui l'a dit, c'était Eliezer Sharagodowski dans sa conférence magnifique que je suis en train d'écouter. Mais il a dit que l'histoire d'Israël et du monde ne sera plus la même avant Simchat Torah et après Simchat Torah 2023. C'est-à-dire qu'on n'a pas de doute qu'il y a quelque chose de grand qui a changé. Maintenant, de dire est-ce qu'on est monté un escalier et qu'on est arrivé à la fin, il faut être extrêmement prudent, parce qu'il faut savoir que si tu nourris les gens d'un espoir qui ne correspond pas au fait que la Géoula vient petit à petit, c'est encore plus dangereux. Donc, on n'a pas le droit de se prendre pour des prophètes et de dire etc. C'est sûr que ça va avancer.
Combien ça va avancer? En tout cas, moi, je suis pas prophète, hein, je sais pas, et je peux pas le dire. On a vu la guerre de 67, 48, 73, les choses ont avancé. En 73, d'ailleurs, de manière un peu complexe, mais oui. Et ici aussi, les goïms nous obligent à avancer en fin de compte. C'est-à-dire quand ils nous font des électrochocs, ras shalom, comme ça veut dire qu'ils nous obligent. Et derrière, c'est Akadosh Baruch Hu, selon une compréhension qu'on ne se permettra pas de dire de manière directe, d'accord, qui est derrière et qui nous oblige à avancer. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que ça réunit de nouveau le peuple juif, que ça fait un électrochoc à ceux qui pensaient que les Arabes sont les ennemis avec qui on doit parler, d'accord? Comme disait Rav Aviner, qui s'est rentré à l'armée il y a quelques années, il dit Ken, Efshar Daberitam Avalim Egdach on peut parler avec eux, avec un policier, avec un comment on appelle ça? Avec un pistolet. Avec un pistolet sur soi. Et ça, c'est la réponse à ta première question. La deuxième question, il est 19h15 et je dois donner un autre cours, donc ce sera pour une autre fois. Et parce qu'en effet, c'est une question énorme. Et là-dessus, entre autres, Manitou avait un enseignement extrêmement bon. En fait, toute la parole est écrite, premier tome et deuxième tome, la moitié, il parle que de ça, de la relation par rapport à la chrétienté. Donc, je t'envoie aux références. C'est-à-dire, mais disons que on aura l'occasion. J'ai eu l'occasion d'en parler. Si tu veux, on peut. On parlera d'accord, ok. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. D'accord. Donc, du coup, chez Akadosh Baruch Hu, Yivarech Kol Echad, que chacun de vous soit béni, et vos familles, et vos proches, et tout Am Israël, Begeoula Shlema, Beyeshua Gdola, d'une grande libération et de Shmira Gdola, Bezrat Hashem. Et si Dieu veut, on se retrouvera la semaine prochaine. Je suis obligé vraiment de partir. Amen. Toda Rabba, merci beaucoup. Merci Rav Ackerman. Toda Deux Rabba. informations importantes, les amis. Dimanche soir et lundi soir, 2 soirées exceptionnelles organisées pour la Haskara de Manitou. Une soirée sera en hébreu et l'autre en français. Donc, retenez dimanche soir et lundi soir. Et ça a une incidence sur le cours de lundi soir du Rav Ackerman, puisque le cours sera à 19h. Je crois que c'est ça, il sera à l'heure pile. Le cours sera un petit peu plus petit que d'habitude. On ne pourra pas faire 1 heure d'écart de cours avec le Rav, mais ce sera 45 minutes, 50 minutes. Donc voilà, retenez dimanche et lundi soir, 2 soirées exceptionnelles. Il y aura le Rav Simsovitch, le Rav Atoun, le Rav Ben Ezra et Chaim Rothenberg. Shabbat Shalom à tous. Et le sujet, c'est l'unité du peuple, l'unité des valeurs. Voilà. Et rêve tov. C'est quand la campagne de financement de l'IMOD? Tu parles de Minreset Yehuda.